Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Tu ne dois pas croire que tu vaux mieux que nous, prévient le précepte 6 de la loi de Jandt. Cette loi, énoncée en 10 préceptes par l'auteur danois Axel Sandemos au sein d'un fugitif recoupe ses traces, 1933, est censée restituer une loi sociale implicite propre à la Suède, à la Norvège, à la Finlande, au Danemark et aux États-Unis d'Amérique. La loi de Jandt tente de freiner tout sentiment de supériorité que pourrait ressentir un citoyen face à la majorité, désignée par Sandemos par le pronom personnel nous, systématiquement en italique. Cette loi sociale traduit la crainte sous-jacente qu'un citoyen se sente supérieur et différent de la communauté, portant ainsi préjudice à la légitimité et à la pérennité de celle-ci. Pourtant égal à l'état de nature, chaque homme se sentirait individuellement supérieur à autrui. La loi de Jandt tente de vaincre ce sentiment de supériorité. Hobbes fait également de l'égalité naturelle des hommes le principe même de l'état de guerre, chacun se croyant d'une intelligence et d'une force supérieure. Selon Axel Sandemos, la loi de Jandt a été mise en place afin de préserver la cohésion sociale. Convaincre chaque citoyen qu'il est individuellement inférieur au groupe, permettait de justifier la mise en place de l'État. Si l'on suit les préceptes de la loi de Jandt, l'opinion d'un citoyen compte moins que celle de la majorité, et il ne doit pas considérer qu'il puisse se défaire de son appartenance à la communauté. Cette mise en avant de la majorité au détriment des minorités aurait permis, selon Axel Sandemos, le maintien de l'égalité de traitement, dans la mesure où aucun individu en particulier n'aurait été valorisé par rapport au groupe. Au sein d'un État de droit, les citoyens sont soumis aux mêmes lois, aux mêmes peines, et le traitement des citoyens est le même pour tous. À cette égalité juridique s'ajoute l'égalité politique, qui rend accessibles les droits politiques à tous les citoyens sans distinction de fortune. Or, l'égalité politique suppose l'égalité des chances pour permettre un accès égal aux fonctions publiques. Cette égalité des chances peut être obtenue grâce à des discriminations positives. Une telle conception de la justice suppose qu'elle peut être égalitaire, en admettant des inégalités de traitement. Le concept d'égalité présuppose que nous considérons que deux choses sont équivalentes. L'égalité arithmétique, celle qui détermine l'égal par rapport à l'égalité des mesures, appliquée au traitement des citoyens pourrait mener à l'inégalité. À cette mauvaise égalité s'opposerait une forme d'égalité géométrique, qui se fonderait sur la juste proportion. La société imposerait alors une inégalité artificielle pour compenser les différences, et atteindre une nouvelle forme d'égalité qui permettrait aux citoyens de mener leur vie comme ils l'entendent. Une différence suppose qu'un individu possède une particularité, qui n'est pas commune à tous. Il s'agit de déceler si ces particularités doivent être éliminées pour éviter toute atteinte à la communauté, en soulignant que différencier ne signifie pas distinguer, qui rendrait distinct ce qui auparavant était indiscernable. Le concept de différence désigne ce qui caractérise un être, le définit, et qui fait de lui une réalité originale. Traiter quelqu'un à respect égal, nécessite-t-il d'entreprendre un traitement différencié pour prendre en compte sa subjectivité et ses différences ? La Suède est communément perçue comme un modèle à suivre en matière d'égalité. L'égalité des genres y est considérée comme exemplaire, avec une faible disparité salariale entre les hommes et les femmes, et un partage égalitaire du congé parental. Elle représente, dans l'imaginaire collectif, la jonction entre progressisme et attention portée à la subjectivité des individus. La Suède a-t-elle atteint cette égalité proche de la perfection sans mettre en péril le droit à la différence ? Comment le Parti social-démocrate, mettant au sommet de ses priorités l'égalité, a-t-il abordé les différences culturelles ? Une fois l'égalité obtenue, sommes-nous plus enclins à rejeter les différences ? L'égalité entre les citoyens pourrait-elle mener à une forme d'intolérance ? J'ai en outre souhaité vérifier si la loi de Jandt avait une influence sur le racisme et le rejet des différences en Suède. La popularité de cette loi sociale en Suède m'a interrogé. Mes amis suédois affirmaient à l'unanimité en avoir entendu parler à l'école primaire. Lorsque ce n'était pas le cas, leurs parents s'étaient chargés de leur en parler. Ils étaient souvent certains qu'elle avait une réelle influence sur leur comportement, leur choix de vie, et sur les décisions politiques.
Ils effectuaient souvent une corrélation entre l'égalité suédoise légendaire et cette loi hostile aux différences. Cette loi implicite aurait permis de chasser la moindre différence qui aurait mis à mal le principe d'égalité. Il s'agissait de découvrir les effets d'une égalité proche de la perfection, sur la prise en compte des différences et la tolérance. L'exemple suédois semblait propice à cette découverte des effets de l'égalité. Ce mémoire a pour objectif d'étudier les fondements philosophiques, les influences étrangères, et l'évolution des débats suédois sur les minorités culturelles, afin de déterminer si les politiques multiculturelles suédoises forment un terreau propice à une égalité qui conserve le droit à la différence. Afin de répondre à cet objectif, une attention particulière sera portée sur la définition suédoise de l'égalité et les débats philosophiques suédois sur le multiculturalisme. Cette définition permettra d'évaluer si la promotion de l'égalité peut, selon sa définition, conduire à une assimilation forcée des individus, et ainsi nuire au droit à la différence. L'étude du traitement de l'égalité en Suède impliquait nécessairement de se demander quelles ont été les influences philosophiques des politiques multiculturelles en Suède. Très peu d'œuvres traitent ce sujet. J'ai donc parcouru différents journaux suédois, afin d'identifier les effets de la perception de l'égalité suédoise sur les prises de décision en matière de politique multiculturelle, tout en faisant le lien entre les idées véhiculées et la montée en popularité de certaines thèses philosophiques. Nous intégrerons les débats suédois concernant le multiculturalisme dans le contexte des débats philosophiques français, américains et canadiens afin de déterminer si certaines pratiques ont été la mise en application de certaines théories philosophiques. Nous étudierons dans un premier chapitre les différences de traitement culturel en Suède en restituant les options retenues par le Parti social-démocrate en matière de politique multiculturelle, ce qui nous permettra de déterminer si la Suède a choisi de privilégier des stratégies d'intégration ou d'assimilation culturelle. Nous comparerons les tentatives d'accommodement en Suède avec l'accommodement raisonnable au Canada afin de mesurer la tolérance suédoise. Nous tenterons d'expliquer la montée du parti extrémiste des démocrates de Suède, les Sverigedemokraterna, en 2010 et le phénomène de kompetensutvisning, expulsion de compétences. Nous nous pencherons ensuite sur le débat actuel entre le multiculturalisme libéral et dialogique, dialogisk mångkulturalism, ce qui nous permettra de mieux comprendre la conception suédoise de l'égalité. Dans un second chapitre, nous restituerons l'arrière-plan théorique et philosophique des politiques suédoises concernant le multiculturalisme, en restituant les thèses principales de l'individualisme étatique, du modèle républicain et du multiculturalisme libéral. Un juste état des lieux de l'arrière-plan théorique suédois ne saurait se faire sans délimiter l'influence de la loi de Jante sur le racisme en Suède. Partie 1. Les différences de traitement culturel en Suède. 1.1. Égalité et droits spécifiques au groupe, les expérimentations en matière de différences de traitement. Le royaume nordique fut jusqu'à très récemment un pays homogène linguistiquement et culturellement, enregistrant un faible taux d'immigration au fil des années. Entre les années 1871 et 1940, la Suède n'enregistrait en moyenne que 6 000 migrants par an. La notion d'égalité a commencé à entraîner des discordances au sein du débat suédois à partir des années 60. La Suède connaît alors une première vague migratoire perçue comme massive. L'étude des expérimentations en matière de différences de traitement en réaction face aux vagues migratoires permet de déceler la conception de l'égalité suédoise et les moyens mis en œuvre pour y parvenir. Deux propositions s'opposent. Certains revendiquent des différences de traitement pour atteindre l'égalité, tandis que d'autres revendiquent un traitement des citoyens de manière strictement égale. Le royaume nordique aurait-il davantage privilégié le pluralisme raisonnable, propre au libéralisme, ou davantage le pluralisme communautaire, propre au républicanisme communautarien ? Les idées du multiculturalisme ont été implantées sur le devant de la scène suédoise pour la première fois vers la moitié des années 60, dans le contexte de l'immigration du travail. Le Parti social-démocrate suédois des travailleurs, Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti, et le Parti conservateur, Högerpartiet, s'opposent dès 1968 quant aux stratégies multiculturelles à mettre en place.
Le Parti social-démocrate refuse alors d'accorder un statut particulier aux immigrants. Parallèlement à cela, le Parti conservateur, Høyrepartiet, avance que la lutte contre les inégalités nécessite la mise en place d'un statut particulier pour les migrants et d'un choix du degré de l'assimilation. Les adhérents du Parti social-démocrate refusent toute forme de distinction entre les individus et estiment en effet que les immigrants devaient être assimilés à la culture commune, en évitant scrupuleusement toute forme de discrimination, éliminant par la même occasion toute forme de discrimination positive possible. Admettre des distinctions serait alors considéré comme injuste par le Parti social-démocrate, car inégalitaire. Le Parti social-démocrate, d'un autre côté, était initialement contre l'idée d'étendre les droits pour les immigrants issus de groupes minoritaires. Une déclaration adoptée par son congrès en 1968 a déclaré qu'une société pluraliste ne devrait pas faire l'objet de nos efforts. Les immigrants ne devraient pas être vus comme des groupes minoritaires, mais plutôt comme des groupes d'intérêt. Reconnaître certains groupes ethniques comme des groupes minoritaires reviendrait, selon le Parti social-démocrate suédois, à discriminer la communauté au profit des groupes minoritaires. Du point de vue des sociodémocrates, étendre le droit des immigrants serait injuste envers le reste de la communauté, car inégalitaire. Cela signifierait que certains droits ne s'appliqueraient qu'à une partie de la population. Cette idée est refusée par le Parti social-démocrate suédois. Il prône un effacement des différences, afin de maintenir une cohésion sociale consolidée par le sentiment d'une identité commune. Cette position est décrite par Jocelyn McClure et Charles Taylor au sein de leur œuvre Laïcité et liberté de conscience. Pour certains, l'interaction et la coopération entre les citoyens que requiert l'intégration civique exigent l'effacement ou la neutralisation des marqueurs identitaires qui les différencient, dont la religion et l'ethnicité. La prémisse de cette conception républicaine de l'intégration est que l'effacement de la différence est une condition préalable nécessaire à l'intégration et à la cohésion sociale. Cet effacement et cette neutralisation des marqueurs identitaires permettraient une cohésion sociale, car cela maintiendrait le sentiment d'une identité et d'une culture commune. Ce terme d'intégration pose question. La Suède aurait-elle privilégié une politique d'assimilation ou d'intégration ? Au cours des années 60, il semblerait plutôt que le Parti social-démocrate ait privilégié une politique d'assimilation culturelle, dans la mesure où il ne considère pas que l'État a un devoir de soutien envers les migrants. L'intention du Parti social-démocrate ne serait pas d'ouvrir la voie à une politique d'assimilation forcée, mais plutôt de maintenir une cohésion sociale forte, obtenue par un sentiment d'égalité entre les individus, au sens de Jamiret. Le Parti social-démocrate craint également une stigmatisation des groupes minoritaires. À ce titre, c'est en 1968 qu'il est établi que les immigrants doivent avoir les mêmes opportunités que le reste de la population. Afin d'éviter toute éventuelle différenciation perçue comme un obstacle à la cohésion sociale, le Parti social-démocrate vise l'assimilation des immigrants au sein de la communauté suédoise. Ce qui importe, c'est que la société soit homogène, car l'homogénéité serait la condition, et la preuve de l'égalité de traitement, likabehandling. Cette homogénéité de la population et cette égalité de traitement sembleraient être perçues par le Parti social-démocrate suédois comme les preuves d'une justice sociale. Kim Lika perçoit cette crainte que l'octroi de droits envers les minorités mènerait à une perte de sentiment de solidarité nationale. Quelques socialistes se sont opposés aux droits des minorités parce qu'ils jugeaient que les différences nationales faisaient obstacle au sentiment de solidarité essentiel à la justice sociale. Parallèlement à cela, pendant les années 60, la Suède fait face depuis la Seconde Guerre mondiale à une vague migratoire finlandaise qui s'amoindrit en 1996. Environ 705 000 personnes quittent la Finlande au profit de la Suède au cours de cette période. Le gouvernement finlandais a exercé une pression directe envers le gouvernement suédois pour qu'il permette aux enfants parlant finnois dans les écoles suédoises de pouvoir recevoir leur instruction en finnois, et aussi d'avoir le finnois comme langue d'apprentissage. Cette demande va à l'encontre de la perspective du Parti social-démocrate. Certains partisans du Parti social-démocrate. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.